Masechet Eruvin d'Aflamet Dalet Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Netano Berosh Akane, O Berosh Akundas, Bisman Sheut Talush, Venautz, Afilu Gavo Amea Ama, Hareze Eruv. Cette Mishnah continue de nous enseigner les lois du Eruv Troumin. Qu'est-ce que c'est que Eruv Troumin? Je rappelle succinctement. C'est quelqu'un qui, pendant Shabbat, voudrait sortir en dehors de la ville et aller d'un endroit à l'autre. Eh bien, il est limité. Car pendant Shabbat, on ne peut pas sortir de la ville au-delà de 2000 coudées, 1 kilomètre. Au-delà d'1 kilomètre, si on veut pouvoir marcher davantage pour atteindre un objectif, alors il faut procéder au Eruv Troumin. C'est prendre du pain ou n'importe quel aliment qui nourrit, Mazon Shte Seudot, qui correspond à 2 Seudot de Shabbat. On dépose ce Eruv soi-même ou par le biais de quelqu'un d'autre à cette limite d'1 kilomètre, de 2000 coudées. Et à partir de là, on peut marcher encore 2000 coudées supplémentaires. Alors si on voulait arriver à une autre ville, à une banlieue qui se trouvait là-bas à 4000 coudées, c'était possible grâce au Eruv. Généralement, le Eruv Troumin était nécessaire pour accomplir une mitzvah, comme par exemple aller réjouir Khatan et Kala, aller consoler des endeuillés, toutes sortes de mitzvot, aller écouter un shiur de Torah. Voilà comment Chachamim nous ont ouvert la porte pour faire le Eruv Troumin. Troum, c'est la frontière. Le Eruv, pour pouvoir mélanger les frontières et aller plus loin. Maintenant, ce Mazon Shte Seudot, ce double repas qu'on va déposer là-bas, ça doit être un repas qui est accessible. Car s'il est inaccessible, à quoi il sert? Imaginons par exemple que j'avais déposé le Eruv dans un puits qui est Reshut HaYachid, qui est un domaine privé. Et moi, je me trouve dans le Reshut HaRabim. Je n'ai pas le droit de prendre pendant Shabbat un objet du domaine privé au domaine public. Alors le Eruv n'est pas valable, par exemple. Il fallait que le Eruv se situe dans un endroit qui est accessible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est que si par exemple, j'ai pris un roseau, avant Shabbat, je l'ai planté sur le sol. Et ce roseau, il est immense, il est gigantesque. Il fait même 100 coudées de hauteur. Et au sommet, j'ai perché là-bas le Eruv, mon sac avec mes 2 Seudot. Alors tu vas dire, il est inaccessible. Malgré tout, c'est cachère. Pourquoi? Parce que finalement, je peux ramener vers moi ce Eruv. Je le retire et je le prends. Il n'y a pas de Issour. Donc c'est ce que nous dit la Mishnah, à condition que ce ne soit pas un roseau qui pousse ici. Car si c'était un roseau qui poussait naturellement ici, donc il est rattaché au sol, il a pris racine dans le sol, Shabbat, on n'a pas le droit de l'arracher pour récupérer le Eruv qui est au sommet. Interdit de cueillir Shabbat, de moissonner, de couper du bois. Donc, ce que la Mishnah nous permet, c'est uniquement si c'était un roseau qui avait été coupé avant Shabbat, déraciné, et ensuite planté, enfoncé dans le sol. Ça, c'est permis. Donc, c'est ce que nous dit la Mishnah. Je traduis mot à mot. Netano berosh hakane. Si il a placé le sac du Eruv au sommet du roseau, à la tête du roseau, berosh hakane, ou berosh akundas, ou à la tête de la baguette. Kundas, c'est un bâton, une baguette. Alors, il avait un bâton, il l'a planté ici. Et au sommet de ce bâton, il a accroché son Eruv. Eh bien, le Eruv est valable, à condition, bisman sheutalush venautz. Ça veut dire que, en effet, au début, ce roseau-là,
il était planté dans le sol normalement comme toute plante, ça veut dire qu'il a dû le déraciner et ensuite il a replanté, il a enfoncé dans le sol. Mais cette fois-ci, il n'a pas pris racine. C'est juste un bâton qui est planté dans le sol, il n'y a pas de problème. Afulu gavoa mea ama, même si la hauteur de cette baguette était de 100 coudées, hareze eirouv. Le eirouv est kasher. Maintenant, la Gemara va poser une contradiction. Rame le rav ada bar matna le rava. Talouch venaoutz in, lo talouch venaoutz lo, mani, rabananhi, deamre kol davar shu mishum shvut, gazru alav ben hashemashot. Vea amre resha rabi vesefa rabanan. Le mot rami, c'est toujours une contradiction. C'est une terminologie qui est employée par la Gemara régulièrement quand elle nous présente deux textes contradictoires. Ça s'appelle rami, comme Rama Bayam. On a plongé dans l'eau, on a jeté dans l'eau, dans la mer, les Mitzrayim, Dieu les a noyés. Rama Bayam. Sous Verochovo, Rama Bayam. Rami, en araméen, ça veut dire on a jeté en quelque sorte deux textes et on les a mis en confrontation, en opposition. Eh bien, c'est ce que fait maintenant la Gemara. Elle nous présente une contradiction apparente entre cette Mishnah et la précédente. Qu'avons-nous vu dans cette Mishnah? On nous dit, quand est-ce que le hirouv est kasher? Seulement si le roseau qui était planté a été déraciné du sol avant Shabbat, et ensuite on a pris ce roseau et on l'a enfoncé dans le sol. N'est-ce pas? Alors là tu dis, ce n'est plus un arbre. Étant donné qu'il a déjà été déraciné, alors il n'y a aucun problème pour maintenant récupérer le hirouv qui est dessus. Mais dans la Mishnah précédente, qu'avons-nous vu? Que même si c'était un arbre qui est planté, qui est d'origine planté ici, et c'est un arbre qu'on n'a pas le droit de couper, malgré tout, on avait le droit de déposer le hirouv dessus. Pour quelle raison? Car on avait dit que la Mishnah précédente, elle suit l'opinion de Rabbi, Rabbeinu Akadosh. On l'appelle communément Rabbi. C'est lui le rédacteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Et lui disait que quand est-ce que le hirouv prend effet? Qu'est-ce que c'est que le hirouv? En quoi cela consiste? Il y a une idéologie qui est véhiculée par le hirouv. C'est qu'en fait, lorsque je dépose dans ce lieu ma zone chez Tesserudot, un repas, un double repas, c'est comme si j'avais l'intention de passer le Shabbat là-bas. C'est comme si je résidais dans ce lieu. Et donc l'épicentre n'est plus la ville, c'est plutôt mon hirouv. J'habite là où il y a le hirouv. Si j'habite là où il y a hirouv, donc en fait, mes 2000 coudées, je les calcule à partir du repas, à partir du double repas. Ben, c'est-à-dire, mais à quel moment je vais acquérir cette résidence là-bas? À quel moment l'opération hirouv prend effet? Eh bien, c'est Ben Hashmashot, au crépuscule, juste après le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles, dans ce zman qui s'appelle Safek Yom, Safek Laila. On ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. C'est un moment qui est entre le marteau et l'enclume, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, ça s'appelle Ben Hashemashot. Alors, on sait que Ben Hashemashot, on n'a pas le droit de faire des travaux qui sont interdits Shabbat. Car peut-être c'est déjà la nuit, c'est déjà vendredi soir. Alors si c'est déjà vendredi soir, c'est Shabbat, tu ne peux pas faire des travaux. Alors ce qui est clair, tout le monde est d'accord là-dessus, que dans le doute, on s'abstient de faire des travaux Ben Hashmashot. Mais qu'en est-il des interdictions rabbiniques? Nous savons que Shabbat, il n'y a pas que des interdits thoraïques, il y a également des interdits rabbiniques. Comment s'intitulent tous les décrets rabbiniques du Shabbat? Ça porte un nom, ça s'appelle Shvut. Shvut, c'est-à-dire, tu dois te reposer Shabbat et tu dois t'abstenir de faire certaines actions.
toutes les interdictions rabbiniques s'appellent shvut. Alors, est-ce que les interdictions de shvut, ça commence à partir de la sortie des étoiles, donc quand c'est vraiment la tombée de la nuit, ou bien déjà à partir du coucher du soleil, lorsque c'est Safek Yom, Safek Laïla? C'est une mahloket. Il y a une divergence d'opinion. Selon Chachamim, déjà depuis le coucher du soleil. Selon Rabbi, ce n'est qu'après la sortie des étoiles. Ce qui veut dire que, au moment de la prise d'effet du Hérouv, qui commence à partir du coucher du soleil, Ben Hashmashot, à ce moment-là, est-ce que j'ai le droit de poser mon Hérouv dans un endroit qui est accessible Minatora, mais qui est inaccessible par les Hachamim? C'est-à-dire, Shabbat, nos maîtres, nous ont interdit d'utiliser un arbre. Pourquoi? De peur qu'on arrache des branches. Shabbat, c'est assourd de cueillir. Alors je n'ai pas le droit, par exemple, de m'appuyer sur l'arbre, de me servir de l'arbre pendant Shabbat. En hébreu, En mishtamshin ba'ilan be Shabbat. Alors, quel est le din maintenant? Ben Hashemashot. Au crépuscule, lorsqu'on est dans ce créneau horaire où on est Safek Yom, Safek Laïla, est-ce que j'ai le droit de me servir de l'arbre? Quelle est l'incidence de cette question? Eh bien, si j'ai déposé mon sac où il y a un double repas dedans, le Hérouv Tchoumin, que j'ai posé sur l'arbre, est-ce que c'est cachère ou pas cachère, ce Hérouv? Il est valide ou invalide? D'après Chachamim, invalide. D'après Rabbi, valide. Pourquoi? Car, d'après Chachamim, l'interdiction rabbinique pendant Shabbat est en vigueur déjà depuis Ben Hashmashot, depuis le coucher du soleil. Donc ça fait que Ben Hashmashot, qui est l'heure de la prise d'effet de Hérouv et Tchoumin, le Hérouv est inaccessible car il est sur un arbre et tu n'as pas le droit de te servir de l'arbre pendant Shabbat et même pas pendant Ben Hashmashot. Donc Hérouv invalidé. D'après Rabbi, les interdictions rabbiniques telles que se servir de l'arbre pendant Shabbat ne rentrent en vigueur qu'à partir de la sortie des étoiles. Or, la prise d'effet du Hérouv, c'est à quelle heure? C'est au coucher du soleil. Au coucher du soleil, tu avais le droit de te servir de l'arbre. Et puisque c'est à ce moment-là que le Hérouv a pris effet, et le Hérouv était accessible à ce moment-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Alors, la Gemara, maintenant, se pose la question. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, dans cette Mishnah, tu m'as dit que le roseau, quand est-ce que tu peux accrocher dessus et percher ton Hérouv dessus, que si tu l'as déraciné avant Shabbat et que tu l'as replanté? Mais pourquoi tu avais besoin de tout ça? Mais laisse-le tranquille, ce gentil roseau. Il était là depuis toujours. Tu accroches ton Hérouv. D'après Rabbi, il n'y a aucun problème, puisque, d'après Rabbi, l'interdiction de se servir d'un arbre pendant Shabbat ou un roseau pendant Shabbat, c'est une interdiction qui ne commence qu'à partir de la sortie des étoiles, pas au coucher du soleil. Donc Ben Hashmashot, je pouvais encore me servir de ce roseau. Alors pourquoi tu me dis, non, Netano Berosh Akane, s'il a perché le Hérouv au sommet du roseau, c'est permis seulement, Bisman Shehu Talouch Ben Naoutz, que s'il avait déraciné avant Shabbat et il a replanté. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Ah, si tu exiges cela, c'est que tu penses comme Chachamim. Qu'est-ce qu'on dit Chachamim? Contrairement à Rabbi, ils ont dit que les interdictions rabbiniques commencent depuis quand? Depuis le coucher du soleil. Donc Ben Hashmashot interdit de se servir du roseau, s'il était planté d'origine. Parce qu'on n'a pas le droit de se servir des arbres. Donc ça veut dire que cette Mishnah, elle suit l'opinion de qui? De Chachamim. Or, la Mishnah précédente, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux poser ton Hérouv sur un arbre. Donc elle suit l'opinion de qui? De Rabbi. Eh bien, c'est une contradiction. Deux Mishnayot consécutives, l'une suit l'opinion de Rabbi, l'autre suit l'opinion de Chachamim, qui eux-mêmes sont en opposition, en divergence d'opinion. Alors on ne comprend pas, il y a un manque d'homogénéité, car ces deux Mishnayot ne sont pas du tout homogènes. C'est la question de la Gemara, c'est la contradiction. Eh bien, on va avoir ici deux réponses. La première, à Marley, qui avait posé la question à qui? C'était Rav Ada bar Matna qui avait posé la question à Rava. Et il lui a dit, ta question, tu n'es pas le premier à la poser. Ça a déjà été posé par Rami bar Hama à Rav Rizda. Veshanele,
il lui a répondu, Recha Rabbi Vesefa Rabbanan. Eh bien, en effet, il n'y a aucune contradiction, c'est que tout simplement, la première Mishnah, elle va d'après Rabbi, la deuxième Mishnah, elle va d'après Hachamim, pas de problème. Ma'abaya, il faut scinder les Mishnayot. Il y en a une qui suit Rabbi et l'autre qui suit Rabbanan. C'est une mahloket. Donc ces deux Mishnayot, elles sont en mahloket l'une avec l'autre. Donc la première réponse, c'est de dire qu'en effet, ces deux Mishnayot sont en mahloket. Elles ne sont pas d'accord l'une avec l'autre. Deuxième réponse, Ravina Amar, Kula Rabbihi. En réalité, les deux Mishnayot suivent l'opinion de Rabbi. Comme quoi, Ben Hashmashot, il n'y a pas d'interdiction les interdictions rabbiniques ne sont pas en vigueur. Ben Hashmashot. Alors, puisque le Hirouv et Troumin y prend et fait Ben Hashmashot, quel était le problème d'accrocher son Hirouv sur un roseau qui était planté ici depuis la veille des temps? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de le déraciner avant Shabbat pour le replanter? Mais pourtant, d'après Rabbi, c'est permis d'accrocher sur un arbre. Quelle différence entre la Mishnah précédente, où il a autorisé d'accrocher sur l'arbre, et la Mishnah suivante, où il a interdit d'accrocher sur le roseau? Quelle différence entre les deux? Réponse, Sefa Gzera Shema Iktom. Ici, nous craignons qu'il casse le roseau. Rashi explique qu'étant donné que le roseau, c'est quelque chose de fragile, de faible, c'est pas comme un arbre. Un arbre, il se casse pas facilement. Le roseau, quand tu vas le courber pour récupérer ton hérouv, eh bien, tu risques de le casser. Behemet, la Gemara va dire après qu'il ne s'agit pas d'un roseau qui est mou, qui est tendre. Parce que s'il est tendre, il est souple, eh bien, il ne se casse pas, il se redresse. Mais on parle certainement d'un roseau qui est rigide, comme la Gemara va le dire après. Quand il est rigide, il se casse. Car d'une part, il est rigide, d'autre part, il est fragile. Contrairement à un arbre, il ne se casse pas parce que tu vas prendre un sachet. Là, ici, quand tu prends un roseau qui est rigide, tu prends ton sachet, tu vas le tirer, et bien qu'est-ce qui va se passer? Pac, tu vas le casser. Et d'après Rashi, il dit c'est sûr que ça va se passer. Comme ça dit Rashi, Vadaï. Seulement, ce qui est problématique avec Rashi, c'est que la Gemara dit Shema, de peur qu'il casse. Et Rashi dit Vadaï, c'est sûr qu'il casse. Je comprends pourquoi Rashi il a dit Vadaï. Parce que nous avons une règle, lorsque quelqu'un pendant Shabbat fait un acte qui est permis, qui engendre un acte qui est interdit, eh bien c'est permis. Lorsqu'on n'a pas l'intention de faire une action interdite, je fais une action A qui engendre une action B. L'action A, elle est permise. L'action B, elle est interdite. Eh bien, j'ai le droit de faire le A même si ça va engendrer le B. Parce que je n'avais pas l'intention. Exemple. Est-ce que j'ai le droit de tirer une chaise dans un jardin? Pourtant, la chaise, elle pourrait faire des sillons et labourer la terre. Shabbat s'assourt de labourer la terre. Mais moi, mon intérêt, c'était pas de sillonner. C'était pas de faire des sillons, c'était de tirer ma chaise. Alors on dit comme ça. Si tu n'avais pas l'intention de faire des sillons, et ce n'était pas sûr que ça va faire des sillons, eh bien tu as le droit de tirer la chaise. Mais si c'est une table lourde, quand tu vas la tirer, c'est sûr que ça va faire des sillons, même si tu n'avais pas l'intention de le faire, c'est tout comme, c'est assourd. Ça s'appelle psigrecha. C'est sûr et certain que ça va se faire. Eh bien Rashi nous dit, quand tu vas tirer le roseau qui est rigide, et pour récupérer ton sac, eh bien c'est sûr que tu vas le casser. C'est pour ça que c'est assourd. Mais le Ritba c'est un des Rishonim, Rabbi Yom Tov ben Ashvili. Les abrégés, c'est Ritba. Lui, le Ritba n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit, cet homme-là n'avait aucune intention de casser le roseau et il n'a aucun intérêt. Alors, pourquoi est-ce que c'est assourd? Le Ritba nous dit comme ça, Shema Iktom, de peur que l'homme veuille briser le roseau pour récupérer son sac. Ça veut dire qu'il va le faire de manière intentionnelle. Parce que s'il a fait sans faire exprès, ce n'est pas assourd. Lui, il voulait prendre son sac et sans faire exprès, il a cassé. Eh bien, ce n'était pas intentionnel. Mais, donc, ce n'est pas interdit.
Le Ritba dit, voilà pourquoi Chachamim, dans cette Mishnah, nous disent, attention, faut pas accrocher sur un roseau qui était planté ici. Parce que nous craignons que l'homme, pour se faciliter l'opération de récupérer son sac, il peut être tenté de vouloir casser le roseau pour récupérer plus facilement son sac. Puisque son sac, il est perché tout là-haut. Alors il se dit, attends, le roseau, en 2 minutes, je le casse. Alors il peut vouloir le faire intentionnellement de le casser. Donc si le roseau était planté ici, à l'origine, il était là, il poussait ici. Alors quand tu casses le roseau, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu cueilles pendant Shabbat. Tu coupes du bois d'un arbre qui est planté. C'est un sourd Shabbat. C'est pour ça qu'il faut, avant Shabbat, déraciner le roseau et ensuite le replanter, c'est-à-dire l'enfoncer dans le sol. Là, même si tu le casses, tu n'as pas cueilli. Tu as juste cassé un bois, tu n'as pas cueilli. Voilà pourquoi cette Mishnah n'est pas en contradiction avec la précédente. Car la précédente, elle parlait d'un arbre incassable. On va dire pas incassable vraiment, mais il ne se casse pas facilement. Tandis qu'ici, on parle d'un roseau qu'un tchic-tchac, tu le casses. Donc là, il peut être tenté de vouloir casser pour récupérer son hérouve. C'est pour ça qu'on autorise d'accrocher au roseau que si le roseau, avant Shabbat, avait déjà été déraciné du sol. Mais pas sur un roseau qui pousse normalement. Car là, il y a un risque qu'il cueille. Puisqu'on a parlé de l'histoire du roseau, la Gemara va nous raconter une histoire. Haou Pulmusa. De'atal et Nehardea. Il était une fois un régiment de soldats, qu'on appelle Pulmus, qui est arrivé à la ville de Nehardea. Nehardea, c'était une ville en Babylonie. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces soldats? Ils venaient et ils se permettaient, c'était un droit gouvernemental, ils rentraient dans les maisons. Ils occupaient les espaces. Ils voyaient un Beth Midrash. Un Beth Midrash, allons-y. On va s'installer là-bas. C'est spacieux, c'est sympathique. Oui, mais les élèves qui étudient ici, où est-ce qu'ils vont étudier? On n'en a rien à faire. Les soldats s'octroyaient le droit de s'imposer. Maintenant, les pauvres élèves, regardez ce que va leur dire leur maître. Amar Lehu Rav Nachman. Rav Nachman était le Rav de la ville de Nehardea. Il leur dit, chers élèves, avant Shabbat, on le sait qu'on ne pourra pas étudier. Notre shirour ne pourra pas être donné là. Poukou, sortez, en araméen. Poukou, avidu, kevushe be'agma. Allez-y, et vous allez préparer des roseaux. Les roseaux qui poussent là-bas, allez-y en faire des monticules pour s'installer dessus comme sur des sièges, comme sur des strapontins. Mais en fait, c'était des tas de roseaux. Mais faites-le avant Shabbat. Comme ça, les mahar, le lendemain, Nizil, on ira là-bas. Venitiv ilavayhu, et on va s'installer dessus. Ok. C'est l'histoire, avec des roseaux. Alors maintenant, regardez la question qu'on va poser par rapport aux roseaux. Etiv et Rami bar Hama le Rav Nachman. Ve'amre le Rav Ukva bar Abba le Rav Nachman. Alors on a posé la question à ce maître, qui était Rav Nachman, qui avait donné cette instruction. Qui lui a posé la question? Certains disent que c'était Rami bar Hama, d'autres disent que c'était Rav Ukva bar Abba. Regardez ce qu'on lui pose comme question. On lui dit, mais dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a appris? Talouche venaoutz in. Lo talouche velo naoutz lo. Quand est-ce qu'on permet l'utilisation des roseaux? Que si avant Shabbat, on les avait déracinés. Or ici, qu'est-ce que tu dis? Il faut juste les pencher, les mettre d'une manière à ce que les roseaux qui sont encore rattachés au sol soient aplatis, de manière à ce qu'on puisse s'asseoir dessus. Mais comment est-ce que tu autorises une chose pareille? Mais dans la Mishnah, on n'a pas autorisé de s'asseoir sur des roseaux. Il fallait d'abord les déraciner avant Shabbat. C'est la question. Amarle, Hatam be'uzradin. Là-bas, on parle de uzradin. Qu'est-ce que ça veut dire uzradin? La Mishnah qui a interdit, c'est uniquement des roseaux durs. Mais moi, je parle de roseaux mous. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous vous rappelez ce que vous avez dit tout à l'heure? Quand vous avez fait ce geste, ce mouvement, bravo. C'est exactement ce que nous dit la Gemara. La Gemara distingue entre des roseaux frais et des roseaux secs. Les roseaux frais, c'est de cela que parlait Rav Nachman quand il a autorisé avant Shabbat de les courber, de les rapprocher du sol pour en faire des monticules pour s'asseoir dessus comme sur des sièges, parce qu'il n'y a pas de risque que ça se casse. Parce que c'est mou, c'est souple, c'est flexible. Tandis que ce que la Mishnah a interdit par rapport au sac de Hayrouv, c'est un roseau qui a déjà séché, qui est dur. Eh bien celui-là, tu peux le casser facilement. Pour apporter une preuve, la Gemara cite une baraïta qui confirme. Détania, comme il est écrit dans la baraïta, Hakanim, les roseaux. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Bien qu'elle parle d'autre chose aussi, mais ce qui nous intéresse, c'est les roseaux. Hakanim, les roseaux. Vea atadin, vea igin. C'est-à-dire les buissons et les ronces. Les buissons épineux et des ronces. Min ilanhen. Ce sont des buissons qui font partie des arbres, des arbustes. Des arbustes, et alors, enam kil aim bakerem. Tu as le droit de les planter dans un vignoble. Nous avons une halakha qui nous interdit de planter des légumes dans une vigne. Ça s'appelle kil aim, un mélange. La vigne, c'est un arbuste. Les plantes, les légumes ou toutes sortes de plantes, c'est assourd de les planter avec la vigne, c'est un mélange interdit par la Torah. Mais un arbre avec un arbre, c'est permis. Ça veut dire que tu peux planter une vigne et des orangers à côté. Pas de problème. Alors maintenant, les buissons, c'est quoi? Ça rentre dans la catégorie plante ou catégorie arbre. Et donc, permis ou interdit d'être planté dans la vigne. C'est ça ce qu'on nous dit. Les roseaux, c'est des arbres. Permis. Les buissons épineux, c'est des arbres. Permis dans la vigne. Alors, Tania Hidar, le problème, c'est qu'on a une contradiction. Il y a une autre source de Baraïta qui nous dit le contraire. Hakanim, vea kidan, vea urbanim, min yerekehem, vem kilaim bakerem. Les roseaux, kida, c'est une sorte de plante parfumée. Et urbanim, alors urbanim, il y a une traduction en français de Rashi. Je ne sais pas si c'est ortie, c'est ça qui veut dire, ou bien comme Rashi lui-même, dans Masechet Sanhedrin, Daf Pebet Amoudbet, Rashi dit que c'est une sorte de sol, de Harava. Eh bien, ils disent que c'est interdit de les planter dans la vigne. Alors, on ne comprend pas. C'est kilaïm ou pas kilaïm? Alors, la Gemara dit comme ça. Kashia ahadade, et la shmamina kan be uzradin, kan be she'en uzradin. Incroyable! La même plante, le roseau, le même roseau. Il est tendre, tu peux le manger comme des légumes. Tu ne peux pas planter une vigne à côté. Le même roseau, il a durci, c'est du bois, c'est comme un arbre. Tu peux planter une vigne à côté. C'est juste incroyable. Le bambou. Je me souviens, quand on avait fait une promenade en montagne, eh bien, il y avait des gens qui nous racontaient qu'en Tunisie, ils cueillaient ce genre de roseaux frais, ils cueillaient, ils épluchaient le contour, ils mangeaient le cœur. Et après, quand ça durcit, ça devient immangeable. C'est comme des roseaux. Eh bien, c'est exactement ce qu'on nous dit. Ça peut avoir le statut de yerek, et donc interdit d'être planté à côté, de planter une vigne à côté. Et parfois, c'est un statut de ilan, et c'est motard de planter la vigne à côté. Incroyable. Puisqu'on a parlé des roseaux, et au passage on a parlé de kida. Vous vous rappelez de kida, c'est une plante parfumée. La Gemara va se focaliser maintenant sur kida. La Gemara dit ve kida min yereku. Est-ce que kida, qui est une plante parfumée, tu la mets dans le catalogue, tu vas l'inscrire dans la catégorie de yerek, c'est-à-dire des plantes? Ve'atnan en markivin pegam al gabe kita levana. Pourtant, on a considéré que Kida, c'est un arbre, c'est un arbuste. Kida levana, c'est une plante
qui est considéré plutôt comme faisant partie de la famille des arbres, des arbustes. Alors je ne comprends pas. Un jour tu me dis que Kida c'est un Yerek, c'est comme des plantes. Une fois tu me dis que c'est un arbuste. C'est quoi alors? Alors la Gemara dit, il n'y a pas de contradiction. Amarav papa, Kida lehud ve Kida levana lehud. Il y a ce qu'on appelle la plante Kida, ça c'est des plantes, et il y a ce qu'on appelle Kida levana, la Kida qui est blanche, ça ce sont des arbustes qui donnent en effet des feuilles et des fleurs qui sont de bonne odeur, c'est du parfum, des plantes parfumées, mais il y en a qui rentrent dans la catégorie plantes, il y en a qui rentrent dans la catégorie ilan, et donc ça change tout au niveau des kilhaïm. Quand la Torah nous interdit de faire des mélanges, alors en effet il faut savoir comment catégorier les choses. Très bien. Nouvelle Mishnah, nouveau sujet, et on va terminer avec ça. La nouvelle Mishnah nous dit comme ça: Netano bemigdal ve'avad amafteach hareze eruv. Quelqu'un qui aurait mis son eruv, donc les deux repas pour le eruv, il les a mis dans une armoire et il a fermé l'armoire et il a perdu la clé. Que faire? Est-ce que le eruv est cachère ou pas cachère? Ça veut dire, est-ce que ce monsieur va pouvoir marcher 2000 coudées supplémentaires parce que son eruv est valable, ou bien est-ce que son eruv a été invalidé car il est inaccessible, car il est dans une armoire et on n'a pas de clé? Rabbi Eliezer Omer, Imeno Yodé Hachamafter Bimkomo et no Eruv. Alors, Hachamim disent que le Eruv est cachère. Rabbi Eliezer dit, s'il ne sait pas où est la clé, le Eruv n'est pas cachère. La Gemara se demande, Ve'amai, hu bemakom echad ve'eruv o makom acheru. C'est quoi la question? La question, elle est que Rabbi Eliezer, lui, il est logique. T'as pas de clé. Alors le Eruv est inaccessible. Le Eruv est inaccessible, à quoi il sert? Comment tu me dis que le Eruv est valable? C'est une question qu'on adresse à qui? À Chachamim, qui eux ont dit le Eruv est cachère, même si tu as perdu la clé. Mais comment il peut être cachère, ce Eruv? Mais il est inaccessible, puisqu'il a perdu la clé. Et que le Eruv est enfermé dans une armoire. Réponse. Rav Shmuel d'Amre Tarbaïhu, Acha bemigdal shel levenim askinan, veRabbi Meir hi de'amar pochet lechatchila venotel. Dit nan, baïd shemil'a ou perot, satum venifhat, notel mimakom abhat. Rabbi Meir omer, pochet venotel lechatchila. What is it? Dans Masechet Betsa, on nous dit que si pendant Yom Tov, il y avait une maison, une baraque, où il y avait dedans des fruits. Ces fruits-là étaient dans une maison fermée et on n'avait pas la clé. Et voilà que, pour une raison X ou Y, les tuiles se sont envolées et maintenant voilà, les fruits sont accessibles. Est-ce que ces fruits sont mouktsés parce que je n'avais pas pensé avant Yom Tov les utiliser? Réponse, ils ne sont pas mouktsés. J'ai le droit de les prendre. Très bien. Rabbi Meir va encore plus loin. Il dit, tu sais quoi? Retire les tuiles. Retire les briques. Et tu prends les fruits. Alors, tu vois que Rabbi Meir t'autorise à retirer les briques qui sont empilées les unes sur les autres et pour faire un trou dans le mur pour récupérer les fruits pendant Yom Tov, pour faire une bonne serouda, avoir un bon dessert, une bonne salade de fruits. Alors pareil, c'est le même Rabbi, c'est celui qui permet ici Rabbi Eliezer, Chachamim, c'est qui Chachamim? C'est Rabbi Meir. Vous le savez que la majorité des Mishnayot, quand on ne donne pas le nom de l'auteur, c'est Rabbi Meir. Car Rabbi qui a écrit les Mishnayot était l'élève de Rabbi Meir Baal Hanes. Donc ça correspond à 100%. C'est Rabbi Meir qu'on a retrouvé dans Masechet Betsa dire la même chose. Tu as le droit d'aller retirer les briques qui sont superposées pour te faire un trou pour prendre des fruits. Pareil ici. Tu as perdu la clé? C'est pas un problème. Retire les briques. Alors, la Gemara dit Ve'amar Rav Nachman bar Adam ar Shmuel be'avira de livne. Je comprends pas. Rabbi Meir, quand il a autorisé de retirer les briques, on a eu une explication très précise de cette halakha de Masechet Betsa. Quand est-ce que Rabbi Meir autorise de faire un trou dans le mur pour récupérer les fruits? C'est uniquement lorsqu'il n'y avait pas de ciment
qui cimentaient les briques. Ça veut dire que c'était juste des briques qui étaient empilées les unes sur les autres, qui étaient comme ça, superposées. Tu viens, tu retires. Tu n'as pas détruit un mur. Mais s'il y avait du ciment, c'est un vrai mur, tu fais un trou dedans, mais c'est assour Shabbat, c'est assour Yom Tov de détruire un mur. Ça s'appelle soter. Comme on n'a pas le droit de construire, on n'a pas le droit de détruire. Alors, là-bas, comme on a compris Rabbi Meir, on nous avait donné une explication claire qu'il s'agissait de Avira des Livne, c'est-à-dire une compilation de l'événim, de briques. Et donc, Rabbi Meir te dit, tu as le droit de les retirer pour prendre tes fruits. Mais ici, tu as perdu la clé. Qu'est-ce que tu me dis? Tu vas retirer les briques? Mais tu vas casser un mur, là. Il a dit, non, là aussi, on parle de la même chose. On parle d'un endroit où il avait posé le Hérouv, mais qui était en fait un local formé juste par des briques qui étaient superposées les unes sur les autres. Par exemple, il y avait des maçons qui avaient déposé ici des briques. Alors donc, c'était juste ça. Donc voilà, nous aussi on parle de Avira Delivne. La Gemara dit, Vea Amar Rabbi Zera beyom tov amru avalo beshabbat. Excuse me. Même cette autorisation de retirer les briques d'après Rabbi Meir pour prendre des fruits, c'était que Yom Tov. On a une mitzvah de Simchat Yom Tov. Mais Shabbat, pour prendre le Hérouv, on n'a jamais permis. Alors il dit, il y a Chanami Yom Tov. Là aussi, la Mishnah parle de Yom Tov. Tu sais quoi? On va simplifier la vie. On parle premièrement de Yom Tov. Deuxièmement, c'était des briques qui étaient superposées, pas cimentées. Troisièmement, c'est d'après Rabbi Meir qui autorise. Et la vie est belle. La Gemara dit, ah bon? J'accepte, mais j'ai un problème. Iachi, haïnu de katane ala Rabbi Eliezer Omer, im ba'ir avad, iruvo iruv, ve'im basade avad, en iruvo iruv, ve'im beyom tov, mali'ir, malisade. Il y a une braïta qui se rapporte à cette halakha, qui est la suite en fait, qui nous dit que Rabbi Eliezer lui-même distingue entre la ville et le champ, les champs, la campagne. C'est-à-dire, dans la ville, si on a perdu la clé du Hérouv, c'est pas un problème. Car il y a un moyen de transporter la clé d'une manière permise. Et donc, même si on a perdu la clé de l'armoire où il y avait le Hérouv, on peut ramener cette clé qu'on a retrouvée ailleurs et on va pouvoir, dans la ville, transporter de manière permise. On va voir tout de suite comment. Mais en tout cas, il nous dit que c'est seulement si on a perdu la clé en ville. Mais si on a perdu la clé dans les champs, il n'y a aucun moyen de transporter la clé pendant Shabbat, alors c'est assour. Ça s'appelle Hérouv inaccessible. Car tu as perdu la clé, et la clé, même si tu la trouves, c'est dans les champs. Dans les champs, tu ne peux pas transporter, Hérouv inaccessible, invalide. Or, si on parle de Yom Tov, il n'y a aucun interdit de transporter. C'est toute la différence entre Shabbat et Yom Tov. Shabbat, tu ne peux pas transporter, Yom Tov, tu peux transporter. Shabbat, tu ne peux pas cuisiner, Yom Tov, tu peux cuisiner. N'est-ce pas? Alors, je n'ai pas compris, c'est quoi cette différence? Ce distinguo qu'a établi Rabbi Eliezer entre la ville et les champs par rapport à la clé perdue. La clé qui est égarée. Mais qu'est-ce que ça change? La ville ou les champs? Même dans les champs, tu peux transporter pendant Yom Tov. Puisque tu m'as dit que la Mishnah parle de Yom Tov. Alors Yom Tov, quel est le problème de transporter une clé? C'est permis, Yom Tov, de transporter. Donc tu vois qu'on ne parle pas de Yom Tov, on parle de Shabbat. Alors c'est quoi la réponse que tu m'as donnée? Tu m'as dit que la vie est belle, parce qu'il s'agit, dans cette Mishnah, premièrement c'est Rabbi Meir qui parle, il parle de Yom Tov, et il parle d'un endroit où les briques étaient juste superposées, elles n'étaient pas cimentées, donc tu pouvais retirer. Alors si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Eliezer dit, attention, quand est-ce que j'interdis? C'est seulement la clé qui a été égarée dans les champs. Mais si c'est dans la ville, c'est bon, je permets. Mais si c'est Yom Tov, il n'y a aucun problème de transporter une clé. Donc tu vois qu'on parle de Shabbat, on ne parle pas de Yom Tov. Épine dans le pied. Alors la Gemara dit Ve'ibi Yom Tov mali'ir malisade. Je passe au Daf Lamed He, première ligne. Hasure mi hasra ve'achi katane.
Alors l'Agmara nous dit que, en effet, dans cette baraïta, il y a un manque. Ça veut dire qu'il faut rajouter ici quelques mots. Il faut rajouter une parenthèse. Netano ban migdal ve'na'al befanav ve'avad amafteach hareze eruv. Ça veut dire qu'ici, dans cette Mishnah, il manque quelques mots. Netano bamigdal. Si on a mis le eruv dans l'armoire, ve'na'al befanav, et il a fermé la serrure, ve'avad amafteach, et la clé a été égarée. Hareze eruv. Le eruv est kasher. Bamedvarim amurim. Mais dans quel cas le eruv est kasher? Be Yom Tov. C'est uniquement Yom Tov. Parce que Yom Tov, si je retrouve la clé, peu importe où, tu peux transporter la clé, no problem. Aval be Shabbat, en eruv o eruv. Mais pendant Shabbat, en effet, le eruv n'est pas kasher. Nimtza hamafteach. Si maintenant, on a retrouvé la clé, ben ba'ir, ben basade, en eruvo, eruv. C'est-à-dire que Shabbat, si on a trouvé la clé pendant Shabbat, ça ne sert à rien. Qu'on soit dans la ville ou qu'on soit dans les champs, comment tu vas transporter la clé? Assour. Alors je répète et je retraduis. Netano bamigdal, il a mis le eruv dans une armoire. Vena'al befanav, et il a refermé. Ve'avad amafteach, et la clé a été perdue. Hareze eruv. Le eruv est kasher. Quand est-ce que le eruv est kasher? Bamedvarim amurim, beyom tov. Quand est-ce que le eruv est kasher? Beyom tov. Pourquoi? Car, en effet, Yom Tov, on a dit qu'il y a une solution. Comment faire pour accéder au eruv? Aval be Shabbat en eruv o eruv. Mais Shabbat, tu n'as pas le moyen d'accéder au eruv. Nimtza mafteach. Maintenant, on a retrouvé la clé. Ben ba'ir, ben basade, en eruv o eruv. Pendant Shabbat, que ce soit dans la ville ou dans les champs, ça ne sert à rien, la clé, puisque tu ne peux pas transporter. Rabbi Eliezer Omer, ba'ir, eruv o eruv. En ville, le eruv est kasher, même pendant Shabbat. C'est-à-dire que si le eruv était posé dans la ville, dans une ville intermédiaire, on a une ville A, B, C. De la ville A, je veux arriver à la ville C, via la ville B. Et la ville B qui est intermédiaire, c'est là-bas où j'avais déposé mon eruv. On avait dit qu'à 1 km, on pouvait poser. Donc moi, je voulais parcourir 2 km. 1 km jusqu'à la ville proche, et encore 1 km supplémentaire. Et moi, j'ai mis mon eruv dans la ville intermédiaire. Alors, Rabbi Eliezer nous dit, Ba'ir, dans une ville, pas de problème, même si tu as perdu la clé. Eruv o eruv. Basade en eruv o eruv. Dans le champ, si tu as perdu la clé, ça veut dire que là où tu as posé le eruv, c'était un champ, c'était pas une ville. Là, tu as perdu la clé, tu es perdu. Pourquoi? Ba'ir eruv o eruv ke Rabbi Shimon. De'amar echad gagod vechad chatzerot vechad karfifot reshut achatem lakelim sheshavtu betocham. Basade en eruv o eruv ke Rabbanan. Et c'est là où on arrive au point de chute. Il te dit comme ça. Moi, Rabbi Eliezer, je pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans une ville, on a des reshut hayachid qui n'ont pas besoin de eruv. On s'explique. Il y a 2 problèmes au niveau du transport d'objets pendant Shabbat. Un problème des Horaïta et un problème des Rabbanan. Un problème thoraïque et un problème rabbinique. Même lorsqu'il n'y a pas de problème thoraïque, parce que la ville, elle a des murailles, la ville, elle est clôturée, donc tout va bien. Mais il y a un problème rabbinique. Lequel? C'est que Chachamim ont dit qu'il faut faire du eruv, il faut faire un eruv avec du pain. Je prends une corbeille de pain, une corbeille, tout le monde met son pain dedans, et on pose dans une maison comme si tout le monde habitait ici. On avait déjà expliqué à maintes reprises l'histoire. C'est que les gens dans leur tête, pour eux, c'est quoi un domaine privé? Reshut hayachid. Eh bien, c'est là où j'habite. C'est quoi un domaine public? Eh bien, c'est les parties communes. Par exemple, une cour. Tout le monde habite là. Alors, c'est Reshut Harabim. Si tu permets aux gens de transporter un objet de la maison à la cour, ils vont se dire, tu vois, on a le droit d'une propriété privée à une propriété commune, eh bien je peux sortir aussi
des objets de la maison au Reshut Harabim, à la rue, carrément. C'est ça la confusion. Qu'est-ce qu'on fait les Chachamim intelligemment? D'ailleurs, c'est Shlomo Ameler qui a instauré cela. Il a dit, faites un Eruv, c'est quoi? Eruv Hatzerot, c'est prendre une corbeille, tout le monde met son pain dedans, et on pose ça dans une maison, comme si tout le monde habitait dans cette maison. Il n'y a plus plusieurs propriétés privées. Il y a une seule famille, c'est nous tous. On a posé notre pain ici. Il y a un seul Hatzer, une seule cour. La cour qui appartient à cette maison, on est tous dedans comme une famille. En réalité, vous savez comment on fait aujourd'hui? On ne fait pas passer une corbeille tous les vendredis après-midi, comme ils faisaient à l'époque. Aujourd'hui, on a des paquets de matzot. Longue conservation, longue durée, sous vide. On prend un paquet de matzah la veille de Pessah et le rabbin ou n'importe qui peut le faire. Il prend ce paquet de matzah et il dit à quelqu'un, viens, prends ce paquet de matzah. Je l'offre à tous les résidents. Maintenant, tu me le donnes au nom de tous les résidents. Et on le dépose ici, comme si tout le monde habitait chez moi. Donc c'est comme ça qu'on faisait Eruv Hatzerot. Mais Eruv Hatzerot, c'est comme on a dit, par rapport aux maisons et aux Hatzerot. La maison et la cour. Mais, quel est le din maintenant? D'une cour à l'autre, d'un toit à l'autre, d'un karfaf à l'autre. Le karfaf, c'est des espaces vides, aérés. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, toute l'histoire du Eruv Hatzerot avec le pain n'a été instituée que par rapport aux maisons, mais pas par rapport aux Hatzerot entre eux, pas par rapport aux gagotes. Gag, c'est le toit. Aux gagotes entre eux. Si tu as le toit d'un immeuble et le toit d'un immeuble, tu peux passer d'un immeuble à l'autre sans problème, d'un toit à l'autre, d'une cour à l'autre. Par rapport aux objets qui se trouvaient là-bas à l'entrée du Shabbat. Les objets qui se trouvaient dans le Hatzer, les objets qui se trouvaient dans le gag avant Shabbat, tu peux les transporter d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de limitation. Toute la notion du Eruv est nécessaire que par rapport à la maison, mais pas par rapport aux cours entre elles ou les toits entre eux. D'accord. Alors maintenant on a compris. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Eliezer dit que si tu as perdu la clé dans la ville, no problème? Parce que qu'est-ce qui t'empêche de transporter? La ville, elle est clôturée. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il faut faire Eruv, parce qu'on ne peut pas aller d'une propriété à l'autre. Mais non, tu n'as pas besoin. Puisque Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand est-ce qu'on a besoin du Eruv? C'est que pour déplacer des objets qui étaient dans la maison, et tu veux faire sortir à l'extérieur. Là, tu as besoin du Eruv avec le pain. Mais lorsqu'il s'agit d'une clé qui a été perdue dans une cour ou dans un toit, eh bien, tu peux la déplacer d'un endroit à l'autre, surtout le long de la ville. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun obstacle. Tu peux ouvrir ton armoire. Par contre, et c'est ça le mot de la fin, si c'est Bassadé en Eruvo Eruv Kerabanan, si c'est dans les champs que la clé a été perdue, eh bien, là, on ne pourra pas déplacer l'objet comme le pense Chachamim. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Chachamim? Alors là, il y a une grande marloquette entre les Rishonim, entre les commentateurs. On a Rashi et on a Rabbi Yonatan, qui est l'un des Rishonim, Rabbeinu Yonatan. Rashi, ici, nous renvoie au Perek Kol Gagot. Là-bas, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et les Chachamim à propos des tefilines. Quelqu'un qui trouve des tefilines dans la rue, jetés, pendant Shabbat, il n'a pas le droit de les soulever, de les transporter. Alors comment il va faire pour les amener? Alors il peut les transporter pachot me'arba amot. Vous savez c'est quoi pachot me'arba amot? On fait moins de 4 pas, moins de 4 coudées, et on s'arrête. Moins de 4 coudées, on s'arrête. Ou bien moins de 4 coudées, je donne à quelqu'un d'autre. Et comme ça, l'interdiction pendant Shabbat de transporter, c'est d'Avka si on fait 4 coudées d'un trait. Alors, on joue à cette astuce. Lui, il dit pour le kavod des téphilines, pour préserver les téphilines, on permet. Chachamim ont interdit. Tu vois que même pour une mitzvah, Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Ici, le Eruv, même pour une mitzvah, le Eruv, pourquoi on fait le Eruv? Pour une mitzvah. Pour aller réjouir Khatan et Kala, pour aller consoler des endeuillés. Mais c'est pas mieux que des tefilines qui sont jetés. Si même pour cela, les Chachamim n'ont pas permis, il n'y a que Rabbi Shimon qui a permis, alors pareil pour le Eruv, ils ne vont pas permettre de transporter la clé
en faisant moins de 4 pas, moins de 4 coudées, moins de 4 coudées, moins de 4 coudées. On va permettre. Alors, c'est ça ce que nous dit la Gemara. D'une part, Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Shimon, mais d'autre part, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Il est d'accord avec Rabbi Shimon par rapport à la halakha, de considérer que d'une cour à l'autre, d'un toit à l'autre, on a le droit de transporter dans la ville, sans aucun problème, parce que c'est considéré comme un seul réchoute. Mais lorsqu'il s'agit d'un endroit qui est frappé d'interdiction comme le champ, là il ne permet pas, même pas pour les téphilines, à plus forte raison pas pour le hérouv. Ça c'est une explication. Rabbeinu Yonatan donne une autre explication. Il dit que ici Kerabanan, ça veut dire comme les Chachamim qui sont contre Rabbi. Rabbi a dit que tout ce qui est assour midé Rabanan est permis ben hashmashot. Et donc ici, dans les champs, c'est quoi un champ? Un champ, c'est pas un lieu de circulation pour le public. On n'a pas 600 000 personnes qui circulent dans la campagne, dans les champs. Donc ça s'appelle carmélite. Ça veut dire que nous avons 4 réchoutes le Shabbat. Réchout Ayachid, Réchout Arabim, Carmélite et Makom Ptor. Réchout Ayachid, domaine privé. Réchout Arabim, c'est un endroit qui est ouvert et où il y a une circulation de 600 000 personnes en général. Et donc ça s'appelle Réchout Arabim. Mais un espace ouvert où personne ne circule, comme le désert, c'est Carmélite. Ça sourd comme des rabananes de transporter là-bas. Un champ, il n'y a pas de circulation du public, donc ça sourd comme des rabananes de transporter là-bas. Comment ça s'appelle un endroit qui est interdit par les Chachamim? Carmélite. Alors Carmélite, est-ce que c'est interdit entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles? On a déjà vu que c'était une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Rabbi disait que l'interdiction rabbinique ne commence qu'à partir de la sortie des étoiles. Mais Chachamim disait que c'était depuis le coucher du soleil. Alors c'est ça ce qui fait la différence. Rabbi Eliezer pense comme Chachamim. Que quoi? Que l'interdiction rabbinique, elle est en vigueur depuis quand? Depuis le coucher du soleil. Donc comment tu veux qu'il ramasse la clé et qu'il apporte pour ouvrir le Migdal? C'est la raison pour laquelle il nous dit que même Bassadé, Bassadé c'est assour. Bahir c'est permis. Mais Bassadé c'est interdit parce qu'il y a une interdiction rabbinique de transporter la clé dans la Carmélite. Donc on a 2 explications. Soit comme Rashi nous a expliqué, soit comme Rabbeinu Yonatan. Voilà donc pour ce Hamoud, la Medalet Hamoud Bet.